Pierre Guyotat. Faire du sport. Entretien avec Bernard Vallet pour l'autre journal, février-mars 1986. Faire du sport. Je pratique régulièrement et depuis toujours deux sports fondamentaux, la marche et le vélo, sur de très longues distances et à une allure qui ne s'apparente jamais à une promenade de santé. Je ne fais pas de sport pour me sentir mieux, ou dans un souci d'hygiène, mais pour retrouver cette sensation où l'épuisement physique, l'extrême fatigue, deviennent prétexte à poursuivre son effort, pour connaître ce moment où le sport glisse dans le rêve, où le contact entre le corps et l'esprit est total. Le sport comme spectacle m'intéresse aussi. J'ai toujours suivi le Tour de France, depuis que je su me tenir en équilibre sur une bicyclette. Mon frère et moi, nous faisions énormément de vélo, tout le temps, pour la moindre occasion. Je suis né et j'ai vécu enfant à Bourg-Argental dans le Haut-Vivarais, une région montagneuse. Tout parcours nous obligeait à emprunter les routes d'un col. Et, pour rentrer, nous n'avions pas le choix. Chaque fois, nous devions monter ou descendre un col. Le plus souvent, le col de la République, un col classé deuxième catégorie, selon le sens du circuit choisi au départ. Nous allions tous les soirs de juillet voir les résultats du Tour, qui étaient donnés en face de la permanence du PC, dans le hall de l'agence du journal Le Progrès. On y entendait les noms de Robic, Coppi, Bartali, Coblet. J'ai reçu mon premier vélo en 1953, un partenaire, une marque de Saint-Étienne. Il n'avait qu'un seul plateau mais 3 vitesses. C'est l'objet pour lequel, à cette époque, j'avais le plus de soin. Je le nettoyais tous les soirs. À Pâques, nous partions sur les routes d'Auvergne avec les prêtres du collège. On campait dans les presbytères ou dans les granges. À la veillée, le curé du village nous racontait Gaspard des Montagnes d'Henri Pourrat. Les yeux blancs dans la nuit. Nous étions tous marqués par notre journée de vélo et ces histoires fantastiques le soir, par-dessus la fatigue. Tout cela était fort et très sain. L'été, au moment des vacances scolaires, durant 3 semaines, avec le père Filleul, un homme costaud, très sobre, épatant, nous franchissions à vélo tous les cols des Alpes, Lautaret, Galibier, Vars, Télégraphe, Izoard, etc. Après avoir parcouru des distances énormes, on s'arrangeait toujours pour que la fin d'étape soit dans un village où le résultat du Tour de France serait affiché. Le vélo, c'était aussi pour moi qui ne faisais pas de sport d'équipe, déjà, l'occasion de prendre ma revanche sur mes camarades footballeurs ou basketteurs que je distançais dans tous les cols. Je leur montrais ainsi que j'étais plus costaud qu'eux dans ce sport extrêmement dur, violent même, pour un enfant de 13-15 ans, où il s'agissait par exemple de grimper au sommet de l'Iseran sans poser pied à terre et de terminer les derniers lacets entre 2 murs de neige avant de descendre l'autre versant, avec des freins rudimentaires, sur des pentes très raides recouvertes de gravillons. Et puis, la bicyclette est aussi très liée à la fugue. C'est sur cette machine, enfant, que je m'échappais pour fuir les miens. Pour moi, aujourd'hui, le vélo reste avec la marche l'activité sportive qui me comble le plus. Le cyclisme est un sport complet en ce sens qu'il participe de tous les autres, natation, course, qui n'exigent pas de développer cette maîtrise presque mathématique que l'on trouve dans le ski, le tennis ou la gymnastique olympique. Son geste technique est réduit et répétitif. Sa pratique est aussi très libre. Il suffit d'une route, d'un équipement minimal. Aucune réglementation ne le codifie. La seule limite, c'est soi-même. La bicyclette est un mécanisme simple, qui utilise le vieux principe de la poulie. Toutes ces raisons font qu'il est peu intégré dans la grande littérature romanesque moderne, ce qui n'est pas le cas de la moto, du train, de la voiture ou de l'avion. Tous ces engins-là traversent ou inspirent même les textes de grands écrivains de ce siècle, comme Faulkner, Joyce, Malraux. Le vélo y échappe, parce qu'il est à la fois trop et pas assez une machine. Trop parce que la mécanique y est visible, et pas assez pour constituer l'élément impondérable de la performance, comme l'automobile ou la moto. Sa vitesse n'est fonction que de la seule puissance humaine.
Le coureur cycliste est peu apprécié comme figure sportive par l'élite, et le relatif mépris qu'il subit de sa part est dû au fait que son sport n'est pas un sport d'adresse et de précision comme le tennis qui, lui, peut entrer dans la catégorie création haut de gamme. Debussy a composé en 1912 un ballet, Jeu, dont l'argument est celui de jeunes gens jouant au tennis. Il s'agit même de l'une de ses œuvres les plus révolutionnaires. L'attention des créateurs de formes ou de mythes est donc peu attirée par cette machine, sa silhouette. Son volume sont beaucoup trop modestes, voire un peu comiques. Elle fait partie de notre paysage rural et ouvrier, d'un monde en train de disparaître tout à fait cette fois-ci. Le cyclisme est pratiqué par des garçons pour qui c'est un moyen de s'en tirer socialement. Les champions cyclistes ne sont toujours pas issus d'autres milieux que le peuple. La boxe, c'est autre chose. La plupart des gars viennent du quart-monde. Leur corps est de naissance marginal, marqué par la faim, le saccage familial, la saturation de la promiscuité. C'est un sport sans machine, un affrontement humain direct. Tout un filet de conduite psychologique ou sexuelle, de combine, de fric, s'abat sur le boxeur et le ligote. C'est un univers lourd en symbolique. L'esclavagisme, le sacrifice du corps pour se nourrir, s'élever, et la famille avec, et puis, après tout, il y a un peu de la bête qu'on envoie à l'abattoir, c'est la tête qui prend, et pour la vie. Le cinéma s'en est d'ailleurs emparé avec souvent des films superbes comme Rocco et ses frères de Visconti ou Fat City de John Huston. Dans un sport, pour qu'il y ait attirance, comme c'est le cas dans la boxe, il faut qu'il y ait sexe. Dans le vélo, la machine fait obstacle. Le mouvement du corps, même dans l'extrême de l'effort, l'accoutrement, l'environnement, caravane publicitaire, spectateurs, ne sont pas sexuels pour dessous. Le vélo fait beaucoup trop, partie du folklore le plus sain, bon enfant, pour qu'on y voie du mystère et de la transgression. J'aime surtout les sports dont les règles n'entravent pas trop le plaisir. Ma technique est celle du concret. Si le but d'un jeu est de mettre une balle au fond des filets, alors je m'arrange pour y parvenir de la façon la plus directe et la plus rapide, sans le concours des autres. Mais cette pratique d'équipe, et au sens large, que j'ai été contraint de refuser très longtemps parce que j'avais à concevoir et à réaliser une œuvre noire, dangereuse et isolée, je l'ai toujours regretté. Et j'admire beaucoup celles et ceux qui en sont capables. Et je suis aujourd'hui tout à fait en état et encore en âge de m'y mettre. Je regarde souvent le tennis à la télévision. C'est un jeu dont le geste est la sophistication d'un mouvement que l'on peut considérer comme aussi ancien que l'homme. La main, ici prolongée par une raquette, rattrape un objet et le relance dans la direction d'où il vient. Mais son but premier consiste tout de même pour moi à intercepter une balle et à la renvoyer vers son adversaire. Or, le résultat d'un match est toujours tributaire de la faute de l'autre. Devant certaines parties considérées par des spécialistes comme réussies, j'éprouve, moi, beaucoup d'ennui. Le négatif l'emporte sur le positif, qui est l'échange de la balle et non pas l'échange de la faute. Ce que je trouve fabuleux, parce que essentiel, ce sont ces longs échanges de balles de fond de cours, sans ces fautes ou ces mauvais coups qui cassent le jeu. Donc, l'emballement des corps et du suspense. Certains sports aujourd'hui risquent de perdre, tout au moins pour ceux qui en sont les spectateurs, une part importante de leur origine ludique et d'exploit. On dirait des examens ou une partie d'échecs. J'admire. Oui, j'admire. L'admiration est une vertu fondatrice. Les champions capables de faire en sorte que les règles ne les gênent pas, mais au contraire soient productrices pour eux de performance. Leur force athlétique, on a l'impression qu'elle s'est beaucoup plus développée dans la maîtrise des règlements que dans la lancée des corps qui est à la base de tous les sports. J'ai beaucoup de mal à obéir à la nécessité d'une règle qui s'oppose au concret. À l'armée, il m'était impossible d'admettre la décomposition en 3 mouvements du geste présenté arme. Comme toujours, j'allais au fait, j'étais le plus rapide que les autres. Mais bien sûr, ce n'était pas ce qu'on me commandait. Ce problème de la règle, des conventions du commandement, de l'obéissance se pose pour tout créateur.
Il ne peut voir la réalité sans avoir envie de la transformer. C'est une nécessité qui devient vite une fatalité souvent mortelle. Pour atteindre son but, le créateur fait usage d'une méthode et de moyens qui lui sont propres, dans la mesure où ils sont produits par la vision artistique elle-même. Il rejette les règles qui ralentissent son imagination. Il ne s'agit pas pour lui d'attendre, mais d'aller au plus vite. Et s'il y a des règles extérieures aux siennes, c'est celle de l'origine. Pour la langue française, par exemple, c'est l'instance gréco-latine. La création, même la plus noire, mais seulement tant qu'on est en son centre, est un facteur d'équilibre. Elle implique l'être tout entier. Une pratique du sport s'intègre très bien là-dedans. Alors, elle ne constitue pas une détente, mais bien plutôt une prolongation, une passe de plus dans la création. Quand on fait du sport, il y a en nous cette décision étrange de vouloir à tout prix arriver, de remplir ce pacte qui se lie et se délie au plus profond de la physiologie, cette sorte de résurgence de l'homme archaïque. C'est l'ébranlement de toute la carcasse préhistorique, ce besoin qui a poussé l'homme à changer de position, à se dresser hors de ses limites, de passer de la station accroupie à la station debout. Bien sûr, pour le savant, en disant cela, je saute des millénaires. Mais c'est mon boulot de brûler les étapes, d'imaginer ce formidable mouvement d'élévation comme le résultat d'un instant, à la fois d'une rapidité et d'une lenteur indicible, sauf en art et dans la prière. Réaliser un exploit, dépasser ses limites est une nécessité qui reste en nous toute la vie, qui demeure même en pleine détresse. La déraison, c'est la régression, c'est le moment où l'on ne sait plus que l'on peut endiguer ce flot du passé, de tout ce qui dans le passé ne doit plus servir. C'est une défaite qui peut s'achever, squelettiquement parlant, dans la posture antépréhistorique, donc non humaine. Dans la plus grande détresse physiologique, on ne se sent même plus comme le fantôme de sa propre existence. Mais on ne peut se ressentir comme l'amas spectral des restes liquides de la dépouille anti-préhistorique. Donc il faut marcher. Avancer dans l'espace, c'est avancer dans le temps. Et c'est gagné. La marche est pour moi le sport le plus profond et le plus grand. Ce dépassement de soi qu'est la pratique de la marche, à vive allure, est l'un des événements de la volonté imprévisible, comme la grâce. On ne s'arrête plus. Contre toute logique, on se crée des obstacles supplémentaires qui agissent comme des moteurs d'appoint qui nous relancent avec encore plus de force. C'est alors une véritable affaire de conscience. Cette énergie qui nous pousse à franchir des limites a peut-être quelque chose à voir avec la mystique, pourquoi pas. Je ne veux pas faire l'ange ou la bête, mais ce besoin existe et je le satisfais. J'ai souvent vérifié aussi lors de grandes marches qu'à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir franchi une limite interne, une limite de mon être physiologique, c'est que j'étais passé sans le savoir, ou en l'oubliant étrangement, au moment même, sur une ligne frontière ou à côté des restes d'un événement géologique ou d'une catastrophe accidentelle. Ce franchissement des limites, c'est aussi passer d'un élément à un autre, descendre un fleuve à la nage, gagner la mer, être dans ce partage des eaux douces et salées. En vélo, changer de sol géologique, plaine, haute montagne, colline, tout cela en quelques heures et avec l'aide d'une petite mécanique d'appoint. Faire une 40aine de kilomètres à pied, traverser plusieurs frontières, départementales ou autres, des grandes capitales. En Algérie, il m'est arrivé une fois, après l'indépendance, de partir d'une ville, sans préparation, sans équipement, en chaussures légères et en veste. Je commençais mon chemin parmi les oliviers et les figuiers de Barbarie, et je me retrouvais 5 ou 6 heures après dans le Djourdjoura, en Grande Kabylie, à près de 1500 mètres d'altitude en pleine nuit, au bord d'un lac gelé et sur des pentes enneigées. Il ne s'agissait pas d'une marche inconsciente, mais d'un appel de la même force que ceux qui orientent la création, avec cette volonté irrépressible de voir enfin, pour de vrai, ce lac, que j'avais repéré quelques années auparavant sur une carte,
et dont j'avais fait le site d'une séquence de tombeaux pour 500 000 soldats. J'ai encore beaucoup à marcher, c'est-à-dire à apprendre pour créer. J'ai remarqué que lorsque je crée en état d'extrême fatigue physiologique, l'espace fictionnel se réduit et les figures s'immobilisent presque. Il faut maintenant que mes figures allongent le pas, changent de continent, communiquent entre elles d'un continent à l'autre. Dans Tombeau pour 500 000 soldats, on marchait beaucoup, on se dépensait beaucoup, et pas seulement sexuellement comme on le dit. Les jeunes gens de l'emballage théâtre l'ont bien compris, dans la mise en scène qu'ils ont faite des 35 premières pages du premier chant. Les comédiens terminaient le spectacle épuisés comme après un match ou une longue course à pied, et quelquefois en sang. L'effort physique est aussi, pour les enfants, un moyen de tester leur capacité de conscience, dans la mesure où celle-ci est toujours mise en doute, réglementée, différée par les adultes. Le vélo, cette mécanique souvent plus volumineuse que l'enfant, lui permet de s'échapper plus vite, plus loin, donc d'être sous le seul regard de sa conscience. C'est un moyen pour lui de s'affirmer, de réaliser quelque chose de difficile, et l'ayant fait, de le dire aux autres avec d'autant plus de force et de persuasion, que sa sincérité est vraie, et que ceux qui l'entendent n'ont pu le voir réussir. Le sport, ce peut être de prendre tous les matins une douche glacée, ou un bain de chute. Quel plaisir en montagne de choisir sa chute, par exemple entre un lac supérieur et un lac inférieur dans les Pyrénées, d'évaluer sa puissance au bout du poing fermé, la mesure de sa propre force, se mettre dessous, petit à petit, jusqu'à ce que les épaules, la nuque, la boîte crânienne et ce qu'il y a dedans aient assumé le poids, la violence, le froid de l'eau. Se maintenir ou s'y faire maintenir le plus longtemps possible, à la limite de la syncope, et après, passer derrière la chute, dans cette vapeur fétale, et regarder le monde au travers de ce rideau liquide. Il suffit de voir la répétition de cette scène dans de nombreux films et sur de nombreux tableaux pour constater à quel point ce jeu est une résurgence du passé de l'être humain. Le spectacle télévisuel dépasse largement le sport lui-même, c'est l'enjeu, la tension, le suspense qui me passionne. Voir sur les visages de ceux qui sont en train de perdre toute leur fureur se libérer pour tenter de rattraper le retard. C'est un enjeu humain superbe. J'aime voir ces images magnifiques d'un sportif qui se concentre, qui attend le moment où il décidera de se lancer et de libérer toute sa puissance. Cet instant d'une fraction de seconde qui précède sa décision est d'une grande beauté. Moment très rare, de simultanéité absolue de l'esprit et du corps. Il faut que ce soit absolu, sinon l'acte échoue. Et si ces secondes sont si bouleversantes, c'est qu'elles sont très rares dans la vie, qu'elles sont pour moi la manifestation la plus forte de l'âme, que l'homme devrait n'avoir à vivre que ça, qu'à cette hauteur et dans cette tension-là, d'où, avec le saut à la perche par exemple, que l'on puisse éprouver en cas d'échec une sensation extrême d'abattement, comme s'il s'agissait du spectacle d'un échec de l'âme et de la précarité de l'homme. L'homme est fait pour vivre intégralement selon son âme, mais il ne le peut pas encore. Tous les grands gestes humains, meurtriers ou bénéfiques, sortent de là. La plupart des sports individuels sont des gestes de fuite et de défense dans la fuite. Course à pied, natation, saut à la perche, lancer du poids. Se fuir soi-même, fuir les autres, fuir sa planète. L'idéal du vrai marcheur ne devrait-il pas être, on le fait dans les rêves, de marcher sur la lune jusqu'à ce moment d'épuisement dont je parle plus haut, et de la traverser seul ou en masse,